Le hall de la tour Al-Majid à Dubaï brillait comme un miroir. Les sols en marbre blanc reflétaient les arches dorées du lustre au-dessus. L'odeur d'oud importée flottait dans l'air, mêlée à de légères traces de désinfectant au citron. À 6h03 du matin, avant que la ville ne s'éveille, Leila se penchait pour frotter une tache de café séché près du bureau de réception. Elle avait 26 ans, petite, presque invisible dans son uniforme gris et ses baskets usées. Ses doigts étaient craquelés par les produits chimiques, et ses yeux, sombres comme les nuits du désert, portaient une tristesse silencieuse. Puis il entra, le cher Karim Al-Fard. Vêtu de blanc, sa montre scintillante de diamants, ses yeux froids de pouvoir. Il ne la regarda pas, seulement son téléphone. Alors qu'il passait devant elle, sa serpillière humide laissa une traînée sur le sol. Il s'arrêta, jeta un coup d'œil à la marque et, sans lever les yeux, dit « La prochaine fois, passez la serpillière après que les personnes importantes soient passées. » La réceptionniste étouffa un rire. Leila se figea. Dehors, le soleil se levait, projetant de longues ombres dorées à travers les murs de verre. À l'intérieur, le silence tombait lourdement. Pas un mot de Leila, juste un regard, bref mais perçant, vers l'homme qui ne la voyait pas. Ses mains tremblaient lorsqu'elle reprit la serpillière. Dans ce silence, quelque chose naquit, non pas de la haine, mais une indignation tranquille, le genre qui s'enfonce profondément, jusqu'à ce qu'il fleurisse. Le reste de la journée se déroula comme d'habitude pour Leila. Elle nettoya des bureaux vides, vida des poubelles remplies de gobelets à café et de papier froissé, et frotta des miroirs jusqu'à ce qu'ils brillent. Personne ne remarquait sa présence, sauf quand quelque chose n'était pas fait correctement. C'était devenu sa normalité, être invisible jusqu'à ce qu'elle fasse une erreur. Dans l'après-midi, elle s'arrêta devant l'immense baie vitrée du 47e étage. De là, Dubaï s'étendait comme un rêve doré, tour scintillante, route parfaite, jardin luxuriant au milieu du désert. Une ville construite sur l'impossible. Une ville où des gens comme elle étaient les fondations invisibles de cette grandeur. Tu rêvasses encore? La voix de Farida, une autre femme de ménage, la tira de ses pensées. Plus âgée que Leila de 10 ans, Farida avait le visage marqué par les années de travail, mais gardait toujours un sourire chaleureux. « Il ne faut pas que le superviseur te voie. »« Je regardais juste la ville, » murmura Leila. « Cette ville n'est pas pour nous, ma chérie. Nous la nettoyons, c'est tout. » Leila hocha la tête, mais quelque chose dans ses yeux refusait cette vérité. À la fin de son service, elle attendait le bus à l'arrêt devant la tour. Sa main effleura sa joue, encore brûlante de honte après l'incident du matin. Les mots du cher résonnaient dans sa tête, les personnes importantes, comme si elles n'étaient rien. Le bus arriva, bondé de travailleurs comme elle, des cuisiniers, des jardiniers, des nounous, des chauffeurs. Tous retournant vers les quartiers éloignés du glamour de Dubaï. Leila s'installa près de la fenêtre, observant les gratte-ciel qui diminuaient de taille à mesure que le bus s'éloignait du centre-ville. 45 minutes plus tard, elle descendit dans Al-Quoz, un quartier industriel où les bâtiments gris et les entrepôts remplaçaient les tours étincelantes. L'air était lourd, mélange de poussière de béton et d'échappements de voitures. Elle marcha rapidement dans les ruelles étroites, évitant les flaques d'eau stagnantes. Son appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble défraîchi. Avant même d'ouvrir la porte, elle entendit des petits pas précipités de l'autre côté. Son visage s'illumina pour la première fois de la journée. La porte s'ouvrit sur Ziad, son neveu de 8 ans, ses yeux brillants d'excitation. « Tante Leila, tu as vu les tours aujourd'hui? Un jour, je t'en construirai une. » Elle le prit dans ses bras, sentant son petit corps chaud contre le sien, respirant l'odeur de ses cheveux, savon bon marché et innocence d'enfant. « Je sais que tu le feras, Habibi. » L'appartement était petit. Une cuisine, une chambre qu'ils partageaient et un salon avec un canapé usé. Mais Leila l'avait rendu aussi accueillant que possible. Des rideaux colorés, des coussins brodés qu'elle avait apportés de Jordanie et les dessins de Ziad tapissant les murs jaunis. « J'ai fait mes devoirs », annonça fièrement Ziad.
et Madame Nassima d'à côté m'a donné des dates. C'est merveilleux, sourit Leila, déposant son sac et commençant à préparer le dîner. Ses mouvements étaient méthodiques. Couper les oignons, faire revenir le poulet, ajouter les épices. La routine après une journée d'humiliation. Pendant qu'il mangeait, Ziad lui raconta sa journée à l'école. Ses amis, son professeur qui avait dit qu'il était doué en mathématiques, le livre qu'il avait emprunté à la bibliothèque sur les gratte-ciel. Leila l'écoutait, hochant la tête, posant des questions. Dans ces moments, les mots du cher s'évanouissaient. Ici, dans cette petite cuisine aux carreaux ébréchés, elle n'était pas invisible. Elle était tout l'univers de Ziad. Leila était née dans le vieux quartier d'Amman, en Jordanie. Sa mère était morte en lui donnant naissance, et son père, un boulanger, l'avait élevée avec des mains poussiéreuses de farine et du pain chaud à l'aube. Quand il mourut d'une maladie pulmonaire, elle avait 17 ans et était seule. Le matin, avant de partir travailler, Leila se tenait parfois devant la petite photo encadrée de son père, un homme aux joues creusées, mais au sourire chaleureux. « Je fais de mon mieux, Baba », chuchotait-elle comme une prière. Elle était venue à Dubaï, poursuivant la promesse de jours meilleurs. Mais l'espoir s'était transformé en routine. Elle travaillait 3 emplois, nettoyant des bureaux, gardant des enfants et servant du thé dans un cabinet d'avocat le soir. La ville, haute et brillante, ne faisait jamais de place pour quelqu'un comme elle. Sa seule lumière était Ziad, son neveu de 8 ans, qui vivait avec elle. Sa mère, la sœur aînée de Leila, était retournée en Jordanie après un divorce, laissant le garçon aux soins de Leila. Chaque soir, Ziad attendait près de la fenêtre de leur minuscule appartement à Al-Quoz, un endroit où la peinture s'écaillait et l'air sentait la rouille et le trafic. Ce soir-là, après avoir couché Ziad, Leila sortit une boîte usée de sous son lit. À l'intérieur, des trésors modestes. Le tablier de son père, quelques photos jaunies, un petit sac de za'atar qu'il lui avait appris à mélanger, et un carnet. Elle l'ouvrit délicatement, ses doigts calleux tournant les pages remplies de son écriture soignée. Des recettes, des rêves, des plans pour un petit café qu'elle n'avait jamais pu ouvrir. Le bruit d'une sirène au loin la ramena à la réalité. Dehors, la nuit de Dubaï s'illuminait de néons et de phares. Elle referma le carnet, le rangea soigneusement et vérifia son téléphone. Un message de Farida. Réunion demain matin, 5h30. Nouvelles règles. Leila soupira. De nouvelles règles signifiaient généralement plus de travail pour le même salaire. Elle régla son réveil pour 4h15 et essaya de dormir, ignorant les bruits de l'appartement voisin et la chaleur qui persistait malgré le petit ventilateur bourdonnant dans le coin. Le lendemain, à l'aube, l'équipe de nettoyage était rassemblée dans une petite salle au sous-sol de la tour Al-Majid. Des femmes principalement, quelques hommes, tous portant le même uniforme gris, tous avec les mêmes cernes sous les yeux. Monsieur Bachir, le superviseur, un homme corpulent aux lunettes fines, parcourait la liste des nouvelles exigences. La direction veut que les sols soient désinfectés 2 fois par jour maintenant. Les poubelles vidées toutes les 2 heures. Et bien sûr, souvenez-vous que vous êtes invisible, les clients et les cadres ne doivent pas vous remarquer. À côté de Leila, Farida renifla discrètement. Invisible pour le travail, mais bien visible quand il s'agit de nous blâmer. Monsieur Bachir continua. Et je dois annoncer que nous avons une inspection spéciale aujourd'hui. Le cher Karim viendra vérifier les étages supérieurs pour les nouveaux investisseurs. Tout doit être impeccable. Un murmure parcourut la salle. Les inspections du cheikh étaient rares et redoutées. Leila, appela M. Bachir, tu prendras les étages 45 à 48 aujourd'hui. Farida ne se sent pas bien. Leila jeta un coup d'œil à son ami qui toussa pour confirmer. Ces étages étaient les plus difficiles, les bureaux exécutifs où les attentes étaient encore plus élevées. D'accord, répondit-elle simplement. Après la réunion, alors qu'elle préparait son chariot de nettoyage, Farida s'approcha. « Je suis désolée, dit-elle en baissant la voix. Ma fille est malade, je dois partir plus tôt. Je te revaudrai ça. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Leila. « Comment va Samira ?»« La fièvre a baissé, mais le médecin est cher. » Farida hésita.
J'ai entendu dire que les investisseurs chinois venaient aujourd'hui pour le grand projet Marina. Leila hocha la tête. Même le personnel de nettoyage connaissait les rumeurs du grand projet immobilier du Cher près de la Marina, censé rapporter des milliards. La matinée passa rapidement, Leila se déplaçant efficacement d'un bureau à l'autre. Au 46e étage, elle remarqua l'agitation. Des hommes en costume se précipitaient avec des dossiers, des assistantes parlaient nerveusement au téléphone. Quelque chose d'important se préparait. À midi, alors qu'elle nettoyait les toilettes des femmes, Leila entendit deux assistantes parler. « Le Cher est furieux », dit l'une, appliquant du rouge à lèvres. « Les Chinois deviennent difficiles. Ils ont entendu des rumeurs sur les problèmes de permis. »« Quel problème ?» demanda l'autre. « Le terrain près de la marina. Apparemment, il y a des questions environnementales, mais personne n'ose le dire au Cher. » Elles sortirent, sans remarquer Leila dans la cabine du fond. L'après-midi, alors qu'elle passait l'aspirateur dans le couloir du 47e étage, Leila vit le Cher Karim sortir brusquement d'une salle de conférence, suivi de conseillers à l'air nerveux. Il ne la vit pas ou choisit de l'ignorer, passant à quelques centimètres d'elle. « Je veux des réponses, pas des excuses », lança-t-il. « Si ce contrat échoue, vos carrières aussi. » Leila baissa les yeux, continuant son travail, invisible comme toujours. Plus tard, vers 16 heures, alors que la plupart des employés commençaient à partir, Leila nettoyait autour des ascenseurs. C'est là qu'elle le vit, un dossier épais tombé près des portes, portant le logo doré des entreprises Alphard et un tampon confidentiel en rouge. Elle regarda autour d'elle. Personne. Elle ramassa le dossier, incertaine, l'ouvrir serait risqué, le rendre directement au Cher, encore plus. Sa main hésita, puis elle se souvint du regard méprisant du Cher. Les personnes importantes. Elle glissa le dossier dans son chariot, sous les chiffons propres, et continua son travail, le cœur battant. Cette nuit-là, après avoir couché Ziad, Leila sortit le dossier. Elle n'avait pas l'intention de lire les détails, juste de trouver à qui le rendre discrètement. Mais un papier glissa, une lettre avec l'entête d'une agence environnementale. Ses yeux parcoururent les lignes. Des problèmes graves, des permis refusés, des préoccupations environnementales majeures concernant le projet Marina. Et pire, une lettre de retrait des investisseurs chinois, datée du lendemain. Ils allaient se retirer avant la signature finale. Leila referma le dossier, soudain consciente de ce qu'elle tenait. C'était le genre d'information qui pouvait ruiner des carrières, le genre qui pourrait faire s'effondrer l'empire du Cher. Une partie d'elle, la partie blessée par son mépris, ressentit une brève satisfaction. Mais une autre voix, plus profonde, lui rappela les paroles de son père. Ce n'est pas dans la vengeance qu'on trouve sa valeur, mais dans sa droiture quand personne ne regarde. Elle rangea le dossier dans son sac, sa décision prise. Non pas par peur, ni par servilité, mais par quelque chose de plus puissant, un sens de la justice qui ne s'abaissait pas à la mesquinerie. Demain, elle ferait ce qui était juste, même si personne ne le remarquait jamais. Le lendemain matin, Leila arriva plus tôt que d'habitude, serrant le dossier contre sa poitrine. Le hall était presque vide, à l'exception des agents de sécurité et d'un réceptionniste à moitié endormi. « J'ai besoin de voir le Cher Karim », dit-elle, sa voix à peine audible. Le réceptionniste leva les yeux, surpris. Il l'avait vu 100 fois, mais ne lui avait jamais vraiment parlé. « Le Cher ne reçoit pas le personnel de nettoyage. C'est important. » Elle montra le dossier sans l'ouvrir. « C'est confidentiel. Je l'ai trouvé hier. » L'homme hésita, puis appela la sécurité. Un garde s'approcha, grand et imposant dans son costume noir. « Quel est le problème ? » « Elle veut voir le Cher, dit avoir trouvé quelque chose d'important. » Le garde examina Leila, puis le dossier. Ses yeux s'élargirent en reconnaissant le logo doré et le tampon rouge. « Attendez ici, » dit-il avant de parler dans son oreillette. Quelques minutes plus tard, un assistant arriva, l'air pressé et agacé. « Donnez-moi ça, » dit-il, tendant la main vers le dossier. « Je le remettrai au Cher. » Leila serra le dossier plus fort. « Non, je dois le lui remettre personnellement. »« Écoute, femme de ménage, je m'appelle Leila, » dit-elle.
une fermeté inattendue dans sa voix. Et ce dossier contient des informations que seul le Cher devrait voir en premier. L'assistant la fixa, stupéfait par cette résistance soudaine. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix retentit derrière lui. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le cheikh Karim se tenait là, impeccable dans son costume sombre, une expression d'impatience sur son visage. « Cette femme de ménage insiste pour vous voir, monsieur, » balbutia l'assistant. Elle a trouvé quelque chose. Le regard du cheikh se posa sur Leila, puis sur le dossier qu'elle tenait. Une lueur de reconnaissance traversa son visage. « 5 minutes, dit-il simplement, dans mon bureau. » L'assistant semblait sur le point de protester, mais le cheikh était déjà parti vers les ascenseurs. Leila le suivit, consciente des regards incrédules qui la suivaient. Le bureau du cheikh occupait tout un étage. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur Dubaï. Des meubles minimalistes en bois précieux, des œuvres d'art contemporaines sur les murs. L'air sentait le bois de santal et le pouvoir. Le cheikh s'assit derrière un bureau massif, faisant signe à Leila d'approcher. « Tu as 2 minutes, dit-il froidement. Elle posa le dossier sur le bureau, ses mains légèrement tremblantes. « Je l'ai trouvé hier, près des ascenseurs du 47e étage. » Il ouvrit le dossier, parcourant rapidement son contenu. Son expression passa de l'impatience à la surprise, puis à quelque chose de plus sombre. Il s'arrêta sur la lettre de retrait. « Tu as lu ça ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement calme. « Seulement assez pour savoir que c'était important, » répondit Leila, « et confidentiel. » Il la regarda, vraiment la regarda, pour la première fois. Pas comme un élément du décor, mais comme une personne. Ses yeux fatigués, ses mains calleuses, son maintien digne malgré la fatigue évidente. « Tu as trouvé ça hier, avant la réunion ?» Elle acquiesça. « Et tu le rapportes seulement maintenant ?» Sa voix contenait une accusation à peine voilée. « Je voulais vous le remettre directement, » dit-elle, sa voix tremblante, mais ses mots fermes. « Parce que je pensais que cela pourrait vous aider. Et parce que le silence est aussi une forme d'injustice. » Il la fixa, interloqué. Puis, lentement, l'arrogance sur son visage céda la place à quelque chose de plus calme, du respect. « Tu sais ce que contient ce dossier ?» demanda-t-il plus doucement cette fois. « Des problèmes avec le projet Marina. » Elle hésita. « Et les investisseurs qui veulent se retirer. Tu comprends que cette information pourrait détruire des années de travail, des milliards d'investissements. » Elle hocha la tête. « C'est pour ça que je l'ai rapporté. Personne ne devrait perdre son travail à cause d'un dossier perdu. » Le cheikh se leva, marcha vers les fenêtres. La ville s'étendait sous lui comme un jouet complexe qu'il avait aidé à construire. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il sans se retourner. « Leila, Leila Nasri. »« Leila » répéta-t-il comme s'il testait le nom. « Tu as dû te dire que ce serait satisfaisant. Me voir échouer après la façon dont je t'ai traité. » Elle fut surprise qu'il se souvienne de leur rencontre. « Non, » dit-elle simplement. « La satisfaction ne nourrit pas mon neveu. Et votre échec ne ferait pas de moi une meilleure personne. » Il se retourna, l'étudiant avec curiosité. « Tu es originaire d'où ?»« Amman, en Jordanie. »« Tu as de la famille ici ?»« Mon neveu, Ziad. »« 8 ans ?» Un silence s'installa, rempli de quelque chose de nouveau. Ni soumission, ni mépris, mais une sorte de compréhension mutuelle, fragile et inattendue. Le téléphone du cheikh sonna. Il répondit brièvement, puis raccrocha. « Les investisseurs chinois arrivent dans 1 heure, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Puis il la regarda à nouveau. « Pourquoi travailles-tu comme femme de ménage? Tu sembles différente. » La question la surprit. « C'est le seul travail que j'ai pu trouver. Je n'ai pas de diplôme universitaire, juste mes mains. » Il hocha la tête pensif. « Merci pour le dossier, Leila Nasri. Tu peux partir maintenant. » Elle s'inclina légèrement et se dirigea vers la porte, s'attendant à retourner à son invisibilité habituelle. « Leila » appela-t-il alors qu'elle atteignait la porte. « Cet après-midi, la conférence de presse au niveau du lobby. »« Sois là. » Ce n'était pas une demande, mais pas tout à fait un ordre non plus. Elle acquiesça, confuse, et sortit. L'après-midi, le lobby était transformé.
Des caméras, des journalistes, des hommes d'affaires en costume. Leila se tenait à l'écart, dans son uniforme gris, incertaine de sa place dans ce spectacle de pouvoir. La conférence de presse était censée annoncer l'effondrement. Au lieu de cela, elle dévoila la résilience. Le cheikh Karim revint avec un accord révisé, plus petit, plus transparent, construit avec de nouveaux partenaires. Mais avant de parler, il fit quelque chose d'inattendu. Il appela Leila sur scène. « Elle est la raison pour laquelle ce projet vit, dit-il. Une femme dont les yeux ont vu ce que nous avons manqué. Une âme dont l'honnêteté a restauré ce que l'arrogance avait presque détruit. » Des hoquets de surprise, des flashs d'appareils photo. Les membres du conseil semblaient confus. Certains embarrassés. Leila se tenait là, tremblant légèrement. Le podium était plus haut que ses épaules, les lumières trop vives. Mais elle leva la tête et parla dans le micro. « Je n'ai pas grandi dans des tours. J'ai grandi là où le pain était partagé et la vérité importait. Je ne savais pas que cela changerait quoi que ce soit, mais j'espérais que ce serait le cas. » Et dans cette salle, pleine de costumes et d'orgueil, un silence tomba sur la foule. Le cheikh Karim tendit sa main. Elle la prit. Il n'y avait pas de vengeance dans ses yeux, seulement de la grâce. Parfois, les leçons les plus retentissantes sont enseignées par ceux à qui on n'a jamais donné de voix. Plus tard, alors que la foule se dispersait, le cheikh prit Leila à part. « J'ai besoin de personnes comme toi, dit-il, sa voix dépourvue de son arrogance habituelle. Pas seulement pour nettoyer les sols, mais pour voir ce que d'autres manquent. Pour dire la vérité quand d'autres se taisent. » Elle le regarda incrédule. « Que voulez-vous dire ? Je veux que tu travailles dans mon équipe, comme conseillère spéciale. Pour commencer, tu superviseras les services aux invités dans le nouveau complexe. » Ses paroles semblaient irréelles, comme un rêve au milieu du jour. « Je n'ai pas d'expérience pour ce genre de travail, » dit-elle, hésitante. « Tu as quelque chose de plus rare, » répondit-il. « De l'intégrité. Le reste peut s'apprendre. » Ce soir-là, Leila rentra chez elle différemment. Pas courbée par la fatigue, mais droite, avec une nouvelle dignité. Quand Ziad courut vers elle, elle le souleva haut dans ses bras. « Tante Leila, tu sembles différente, » dit-il, touchant son visage avec curiosité. « Peut-être que je le suis, Habibi, » sourit-elle. « Peut-être que nous le sommes tous les deux maintenant. » Dehors, le soleil se couchait sur Dubaï, baignant les tours d'or. Des tours qui, désormais, ne semblaient plus si inaccessibles. Les jours qui suivirent la conférence de presse furent un tourbillon pour Leila. Son nom apparut dans quelques journaux, toujours accompagné de qualificatifs comme « l'humble femme de ménage » ou « l'héroïne inattendue ». Les réceptionnistes qui l'ignoraient auparavant lui souriaient maintenant. Les gardes de sécurité inclinaient la tête en signe de respect. Mais le plus grand changement était ailleurs, dans le bureau lumineux au 38e étage, avec son propre nom sur la porte, Leila Nasri, conseillère spéciale au service client. Le premier matin, elle resta figée devant cette porte, n'osant pas entrer. Ses anciennes collègues l'avaient aidée à choisir une tenue appropriée. Une jupe bleu marine, un chemisier blanc, des chaussures plates mais élégantes. Farida lui avait prêté un collier en argent pour la chance, avait-elle dit en l'embrassant. « Tu mérites cela, » avait murmuré Farida. « N'oublie pas d'où tu viens, mais n'aie pas peur d'aller où tu dois aller. » Derrière la porte, un petit bureau avec une vue sur la ville, un ordinateur et une pile de dossiers. Sur une note manuscrite, « Rendez-vous à 10 heures, bureau du cheikh. K. » À 9h55, Leila se tenait devant l'assistante du cheikh, une femme élégante nommée Yasmine, qui la regardait avec curiosité. « Il vous attend, » dit Yasmine avec un sourire incertain. Le bureau du cheikh était comme Leila s'en souvenait, spacieux, lumineux, impressionnant. Mais cette fois, elle y entrait non pas comme une intruse, mais comme une invitée. Le cheikh Karim était au téléphone, parlant en anglais avec animation. Il lui fit signe de s'asseoir, terminant rapidement sa conversation. « Leila, » dit-il, se tournant vers elle, « je suppose que tu te demandes exactement ce que tu feras ici. » Elle hocha la tête,
les mains croisées sur ses genoux. Notre entreprise construit des espaces pour les riches, continua-t-il. Des appartements de luxe, des hôtels 5 étoiles, des résidences où chaque détail doit être parfait. Mais je me suis rendu compte que nous avons perdu quelque chose d'essentiel en cours de route. « Quoi donc ?» demanda-t-elle, trouvant sa voix. « L'humanité », répondit-il simplement. « Nous créons des espaces parfaits, mais froids. Nous embauchons du personnel formé pour dire ce que les clients veulent entendre, mais pas pour voir ce dont ils ont réellement besoin. » Il marqua une pause. « Je veux que tu construises quelque chose de différent pour le nouveau complexe Marina. Une approche du service qui vient du cœur, pas des manuels de formation. » Leila cligna des yeux, surprise. « Mais je n'ai jamais géré quoi que ce soit. »« Précisément, » sourit le cheikh. « Tu n'as pas été formaté pour penser comme les autres. Tu vois ce qu'ils ignorent. » Ce jour-là commença une période d'apprentissage intensif. Leila suivit des cours de gestion, passa des heures avec les équipes de conception, visita d'autres hôtels de luxe, observant, notant, questionnant. Souvent, elle se sentait dépassée. Les termes techniques, les chiffres, les attentes, tout semblait insurmontable. Certains soirs, elle rentrait épuisée dans son appartement à Al-Quoz, doutant de sa capacité à réussir dans ce nouveau monde. Un mardi, alors qu'elle étudiait des plans dans son bureau, il y eut un coup discret à sa porte. C'était Yasmine, l'assistante du cheikh. « Le cheikh veut vous voir, maintenant », dit-elle l'air grave. Dans son bureau, le cheikh n'était pas seul. 3 hommes en costume étaient assis en face de lui, des membres du conseil d'administration, reconnut Leila. « Ah, Leila, » dit le cheikh. « Ces messieurs ont des inquiétudes concernant le projet Marina. » L'un des hommes, aux cheveux gris et au regard sévère, la toisa. « Nous pensons que les changements que vous proposez sont imprudents, trop coûteux, » ajouta un autre, « trop expérimentaux. » Leila suggère que nous concevions nos espaces non pas autour du luxe ostensible, mais autour de l'expérience humaine, expliqua le cheikh. Que pensez-vous de leurs préoccupations, Leila? Elle sentit tous les regards se poser sur elle. Son cœur battait fort, mais elle se souvint des paroles de son père. La vérité se tient droite, même quand tout le reste s'incline. « J'ai nettoyé vos bureaux pendant des années, » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « J'ai vu les clients venir et partir. J'ai entendu leurs conversations quand ils ne savaient pas que j'écoutais. Et savez-vous ce qu'ils disent? Que tout se ressemble, que le marbre et l'or sont partout les mêmes. » Les hommes échangèrent des regards. Mais ce dont ils parlent vraiment, ce qu'ils se rappellent, ce sont les moments humains. La personne qui se souvient de leur nom, qui remarque qu'ils sont fatigués, qui leur offre exactement ce dont ils ont besoin avant même qu'ils ne le demandent. Elle sortit de son dossier quelques croquis simples qu'elle avait faits. Nous pouvons créer des espaces qui privilégient ces connexions, des zones communes où les gens se rencontrent naturellement, des touches personnelles qui font qu'un lieu de luxe se sent comme un foyer. Le cheikh observait les réactions des hommes. Lentement, l'hostilité dans leurs yeux céda la place à la curiosité. « C'est intéressant », admit l'homme aux cheveux gris. « Différent de notre approche habituelle, mais peut-être est-ce exactement ce dont le marché a besoin maintenant. » Quand ils partirent, le cheikh se tourna vers Leila. « Tu vois, tu parles, et ils écoutent. Ils écoutent parce que vous m'avez donné une voix, » répondit-elle. « Non, » corrigea-t-il. « Tu as toujours eu une voix. Je t'ai simplement donné une scène. » Les semaines suivantes, Leila commença à transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres. Elle insista pour embaucher d'anciens collègues du personnel de nettoyage pour des postes supérieurs, arguant que ceux qui connaissaient chaque recoin d'un bâtiment pouvaient mieux anticiper les besoins des clients. Elle créa un programme de formation basé non pas sur des scripts mémorisés, mais sur l'empathie et l'observation. Elle suggéra des modifications aux plans architecturaux, des espaces plus intimes, des coins de lecture, des jardins communautaires sur le toit. Et pendant tout ce temps, elle continua à vivre dans son petit appartement à Al-Quoz, rentrant chaque soir auprès de Ziad, lui racontant ses journées, écoutant ses histoires d'école. Un jour,
Le cheikh lui demanda pourquoi elle n'avait pas déménagé dans un quartier plus prestigieux. « Parce que la dignité n'est pas une adresse, » répondit-elle simplement. « C'est savoir qui vous êtes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. » Il la regarda longuement, comme s'il voyait quelque chose de nouveau. « Tu continues à m'apprendre, Leila Nasri, » dit-il finalement, « et je commence seulement à comprendre ce que cela signifie. » 3 mois passèrent. L'été brûlant de Dubaï céda la place à un automne plus clément. Les grues dansaient dans le ciel au-dessus du site de la marina, où le nouveau complexe prenait forme, plus petit que prévu initialement, mais plus harmonieux, plus humain. Un samedi matin, Leila reçut un appel inattendu du cheikh. « J'aimerais que tu viennes au site aujourd'hui, dit-il. Amène ton neveu. » Elle hésita. « Ziad, pourquoi ? J'ai quelque chose à vous montrer à tous les deux. » 2 heures plus tard, Leila et Ziad se tenaient devant l'entrée du chantier. Le garçon serrait la main de sa tante, ses yeux grands ouverts devant les immenses machines et les structures qui s'élevaient vers le ciel. « C'est ici que tu travailles maintenant, tante Leila ?» demanda-t-il impressionné. « En partie, » sourit-elle, ajustant son hijab contre la brise marine. Le cheikh les attendait vêtus d'une tenue décontractée, un pantalon beige et une chemise blanche simple, si différent de ses costumes habituels. À côté de lui se tenait un homme plus âgé avec des lunettes épaisses et des plans sous le bras. « Leila, Ziad, voici Monsieur Rousseau, notre architecte principal, » présenta le cheikh. L'homme s'inclina légèrement. « Enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Le cheikh conduisit le petit groupe à travers le site, expliquant les différentes sections du complexe. Ziad écoutait attentivement, posant des questions qui faisaient sourire les adultes par leur perspicacité. « Et qu'est-ce qui sera construit ici ?» demanda le garçon, désignant un espace vide entouré de marqueurs oranges. Le cheikh échangea un regard avec l'architecte. « C'est pour cela que je vous ai fait venir aujourd'hui. » Il déroula un plan sur une table portable. « Ceci est le centre d'innovation des jeunes. Un espace où les enfants comme toi pourront apprendre la robotique, la programmation, l'architecture, tout ce qui les aidera à construire l'avenir. » Ziad se pencha sur les plans, fasciné. « Il y aura des ordinateurs et des robots. Tout ce dont tu as besoin pour apprendre, » acquiesça le cheikh. Puis, regardant Leila, « Nous avons incorporé ton idée de bourse d'études pour les enfants des quartiers comme Al-Quoz, 20 places chaque année, entièrement financées. » Leila sentit sa gorge se serrer. C'était une idée qu'elle avait mentionnée une fois, presque en passant, ne s'attendant pas à ce qu'elle soit retenue. « Et il y a autre chose, » continua le cheikh, faisant signe à Monsieur Rousseau. L'architecte sortit un autre plan, plus petit. « Une maison, » expliqua-t-il, « à 10 minutes d'ici. 3 chambres, un petit jardin, vue sur l'eau. » Leila regarda les plans sans comprendre. « C'est beau, c'est pour vous, » dit simplement le cheikh. « Toi et Ziad ?» Elle leva les yeux, stupéfaite. « Je ne peux pas accepter ça. »« Ce n'est pas un cadeau, » précisa-t-il. « C'est inclus dans ton nouveau contrat comme directrice des services aux résidents. Une position qui exige que tu vives près du complexe. » Ziad tirait sur la manche de sa tante. « On va avoir une maison près de la mer ?» Leila se sentit déchirée. Une partie d'elle voulait refuser, par fierté, par indépendance. Mais le visage rayonnant de Ziad... « Accepte, » dit doucement le cheikh, comme s'il lisait ses pensées. « Pas pour moi, pour lui. » Cette nuit-là, assise sur le petit balcon de leur appartement à Al-Quoz, Leila contemplait les lumières lointaines du centre-ville. Ziad dormait, épuisé par l'excitation de la journée, rêvant déjà de sa nouvelle chambre près de la mer. Son téléphone vibra avec un message. C'était Farida. « Tu nous manqueras dans le quartier, mais quelle fierté pour nous tous !» « Tu n'oublies pas d'où tu viens, n'est-ce pas ?» Leila sourit, tapant sa réponse. « Jamais. Ma porte sera toujours ouverte pour toi et Samira. » Elle pensa à son père, à ce qu'il aurait dit de tout cela. Lui qui croyait en la dignité du travail, quel qu'il soit. Lui qui lui avait appris que la valeur d'une personne ne résidait pas dans ce qu'elle possédait, mais dans son intégrité. Le déménagement eut lieu 2 semaines plus tard. La nouvelle maison était simple mais élégante. Des murs blancs,
des sols en bois clair, des fenêtres qui laissaient entrer la lumière et la brise marine. Loin du luxe ostentatoire des palais de Dubaï, mais infiniment plus confortable que leur ancien appartement. La première nuit, Ziad insista pour dormir avec les rideaux ouverts, afin de voir les étoiles au-dessus de l'eau. Leila s'assit au bord de son lit, caressant ses cheveux jusqu'à ce qu'il s'endorme. Puis elle sortit dans le petit jardin, respirant l'air marin. Tant de changements en si peu de temps. Elle était toujours Leila, la fille du boulanger d'Aman, la femme qui avait nettoyé des sols pendant des années, mais aussi quelqu'un de nouveau, quelqu'un dont la voix comptait. Le lendemain, pour la première fois, elle conduisit sa propre voiture jusqu'au complexe. Une petite Nissan bleue, rien d'extravagant, mais la sienne. À l'entrée, les ouvriers la saluèrent avec respect. Dans les bureaux temporaires, son équipe l'attendait avec des rapports, des questions, des idées. Elle traversa les espaces en construction, visualisant ce qu'ils deviendraient, les zones communes où les résidents se rencontreraient naturellement, les jardins où les enfants joueraient, les recoins tranquilles pour la lecture ou la réflexion, des espaces conçus non pas pour impressionner, mais pour être habités, pour créer des connexions. À midi, elle rencontra le Cher pour un déjeuner de travail. Ils s'assirent dans un café temporaire installé sur le site, mangeant simplement des sandwichs et discutant des détails du projet. « Les premières unités seront prêtes dans 3 mois, dit-il. Nous avons déjà des listes d'attente. » Leila hocha la tête. « Les équipes de service sont presque complètement formées. J'ai embauché des personnes qui comprennent ce que signifie servir avec dignité, pas avec servilité. » Il la regarda longuement. « Tu sais, quand je t'ai offert ce poste, beaucoup pensaient que c'était pour l'image publique. Une belle histoire pour la presse. Et maintenant, ils comprennent que c'était la meilleure décision commerciale que j'ai jamais prise. » Elle baissa les yeux, encore mal à l'aise avec les compliments. « Tu as transformé ce projet, » continua-t-il. « Tu l'as rendu meilleur, plus vrai. J'ai juste rappelé ce qui compte vraiment, » dit-elle simplement. « Ce que nous cherchons tous, être vus, être respectés, appartenir à quelque part. » Ce soir-là, elle emmena Ziad visiter le site du centre d'innovation, maintenant en construction. Les fondations étaient coulées, les premières structures métalliques s'élevaient. « Un jour, tu pourras étudier ici, » dit-elle alors qu'ils se tenaient main dans la main, regardant les ouvriers travailler sous les projecteurs. « Je veux construire des bâtiments comme celui-ci, » déclara-t-il avec la certitude d'un enfant de 8 ans. « Des bâtiments où les gens sont heureux. Tu le feras, » dit-elle, serrant sa main. « Tu construiras des choses plus grandes et meilleures que tout ce que je pourrais imaginer. » Ils marchèrent le long de la promenade, la lune se reflétant sur l'eau. Un monde loin des rues poussiéreuses d'Al-Quoz. Un monde qui, autrefois, semblait hors d'atteinte. « Tante Leila, » dit soudain Ziad, « est-ce que le Cher est notre ami maintenant ?» Elle réfléchit un moment. « Je pense que nous sommes des personnes qui se respectent, qui apprennent l'une de l'autre. » Ziad hocha la tête, satisfait de cette réponse. « C'est comme ce que tu dis toujours. Le respect est plus important que l'argent. »« Oui, » sourit-elle. « Et n'oublie jamais que la vraie richesse est ici. » Elle toucha son cœur. « Et ici ?» Elle toucha sa tête. Ils continuèrent leur promenade, leurs silhouettes se détachant contre les lumières de la ville. Une femme et un enfant, petits face à l'horizon de Dubaï, mais désormais partie intégrante de son histoire. 1 an plus tard, le complexe de la marina se dressait, achevé, plus petit que prévu initialement, mais plus fort, bâti sur quelque chose de plus profond que le profit. La cérémonie d'inauguration attira l'élite de Dubaï et des investisseurs du monde entier. Des journalistes se pressaient pour capturer l'événement, décrit comme une nouvelle vision du luxe durable. Sur la scène, le Cher Karim se tenait aux côtés de partenaires commerciaux et de dignitaires. Et à sa droite, Leila. Elle portait un tailleur-pantalon bleu profond, simple mais élégant. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon soigné sous un hijab assorti. Ses mains, autrefois craquelées par les produits chimiques, étaient maintenant soignées, bien que toujours marquées par des années de travail. Quand vint son tour de parler, elle s'avança vers le microphone. La foule se tut, curieuse.
Beaucoup connaissaient son histoire, la femme de ménage devenue directrice, mais peu l'avaient entendue parler en public. Ce complexe n'est pas seulement fait de verre, d'acier et de béton, commença-t-elle, sa voix douce mais assurée. Il est fait de rêves, de dignité et de respect mutuel. Chaque chambre a été conçue non pas pour impressionner, mais pour accueillir. Chaque espace commun pour connecter. Chaque détail pour honorer ceux qui y vivront et ceux qui y travailleront. Elle fit une pause, balayant la foule du regard. J'ai passé des années à nettoyer des espaces comme celui-ci, invisibles aux yeux de ceux qui y passaient. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas parce que j'ai changé, mais parce que quelqu'un a eu le courage de voir au-delà des apparences. Son regard croisa celui du Cher, qui inclina légèrement la tête. Ce projet est la preuve que lorsque nous valorisons chaque voix, lorsque nous construisons avec intégrité, nous créons quelque chose qui dure, quelque chose qui n'est pas juste beau, mais vrai. Les applaudissements qui suivirent étaient sincères, pas simplement polis. Après la cérémonie, alors que les invités exploraient le complexe, Leila supervisa son équipe avec un mélange de fierté et de nervosité. Chaque membre avait été soigneusement sélectionné et formé, pas seulement pour servir, mais pour le faire avec présence et dignité. Elle remarqua une femme de ménage, nouvelle et timide, qui s'affairait discrètement près d'une fontaine décorative. Leila s'approcha d'elle. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle gentiment. « Aïcha » répondit la jeune femme, surprise d'être adressée par la directrice. « Aïcha, ce que tu fais ici est important. » dit Leila. Tu n'es pas juste en train de nettoyer un espace. Tu crées une expérience. Ne l'oublie jamais. La jeune femme se redressa légèrement, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Plus tard dans la soirée, alors que la foule s'amenuisait, Leila se retrouva sur la terrasse, surplombant la marina. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau, créant un miroir d'étoiles terrestres. Le Cher la rejoignit, 2 tasses de thé à la main. « Une réussite, dit-il, lui offrant une tasse. « Oui, acquiesça-t-elle. Différente de ce que vous aviez imaginé initialement. Meilleure, corrigea-t-il, plus authentique. » Ils restèrent silencieux un moment, contemplant la ville. « Tu sais, dit-il finalement, avant de te connaître, je pensais que le succès se mesurait uniquement en chiffres, en hauteur de bâtiment, en zéro sur un compte bancaire. » Elle le regarda, attendant qu'il continue. « Mais tu m'as appris quelque chose de différent, que la vraie réussite est dans les yeux des gens qui traversent ces espaces, dans leur sentiment d'appartenance. » Leila sourit doucement. « Mon père disait toujours que la vraie richesse est dans les relations que nous construisons. Un homme sage, un simple boulanger, dit-elle. Mais oui, très sage. » Le lendemain était un samedi. Leila n'avait pas besoin d'aller au bureau, mais elle décida d'emmener Ziad visiter le centre d'innovation des jeunes, maintenant terminé et prêt à accueillir sa première cohorte d'étudiants. À 9 ans, Ziad avait grandi. Plus grand, plus sûr de lui, mais gardant toujours cette curiosité qui illuminait son regard. Il portait fièrement un t-shirt avec le logo du centre, un dessin qu'il avait lui-même contribué à créer lors d'un atelier pour enfants. Le bâtiment était moderne mais chaleureux, avec de grandes baies vitrées laissant entrer la lumière naturelle. À l'intérieur, des salles équipées des dernières technologies côtoyaient des espaces plus intimes pour la lecture et la réflexion. Des modèles de bâtiments célèbres étaient exposés dans le hall, à côté de créations d'élèves locaux. « Regarde, tante Leila !» s'exclama Ziad, pointant vers une maquette particulièrement complexe. « C'est exactement comme celle que je veux construire. » Elle sourit, touchant doucement ses cheveux. « Tu le feras, Habibi. Bientôt, tu pourras étudier ici. »« Grâce à toi, » dit-il, la regardant avec admiration. « Non, » corrigea-t-elle. « Grâce à ton travail et ton talent. » Un gardien de sécurité ouvrit la porte pour eux et salua Leila par son nom. Un visiteur la remercia pour une suggestion utile. Le sol brillait, mais elle n'avait plus à le nettoyer. Dans le reflet du verre, elle se vit, non pas petite, non pas invisible. Ils s'assirent sur un banc dans le petit jardin du centre.
Des enfants de diverses nationalités jouaient ensemble sur une structure colorée. Des parents discutaient, partageant thé et conversation. « Tu sais, » dit Ziad, pensif, « avant, quand tu nettoyais les tours, tu rentrais toujours fatigué. Maintenant, tu souris plus. » Léla fut surprise par son observation. « Je suppose que oui. Est-ce parce que maintenant les gens te voient ?» La question la frappa par sa profondeur. « Peut-être, » répondit-elle doucement. « Mais c'est aussi parce que maintenant, je me vois différemment. » Il médita sur cette réponse, avec la concentration intense d'un enfant essayant de comprendre les complexités du monde adulte. « Tante Léla, » dit-il soudain, « est-ce que tu penses que les tours peuvent pousser à partir des cœurs ?» Elle s'agenouilla, embrassa son front. « Je pense que les plus hautes le font. » L'après-midi, ils marchèrent le long de la promenade. Des familles pique-niquaient, des couples se promenaient main dans la main, des enfants faisaient voler des cerfs-volants colorés. Léla remarqua un groupe de femmes de ménage en uniforme profitant de leur pause déjeuner près de l'eau. Elle les salua, s'arrêtant pour échanger quelques mots. « C'est elle », entendit-elle l'une d'elles chuchoter après son départ. « Celle qui était comme nous. Pas de jalousie dans ses mots, juste une touche d'espoir. » Plus tard, au coucher du soleil, Léla reçut un message du Cher. Une photo du complexe prise du ciel, avec un simple texte « Regarde ce que nous avons construit ensemble ». Elle sourit, tapant sa réponse. Ce n'est que le début. Cette nuit-là, après avoir couché Ziad, Léla sortit sur la terrasse de leur maison. La brise marine portait le parfum du sel et des possibilités. Au loin, les lumières du complexe brillaient comme un phare. Elle pensa à son voyage, des rues poussiéreuses d'Amman aux tours étincelantes de Dubaï, des sols qu'elle avait nettoyés aux espaces qu'elle avait maintenant aidé à créer. Elle n'était plus invisible, mais ce n'était pas le titre, ni la maison, ni même le respect nouvellement acquis qui importait vraiment. C'était la conviction tranquille qui avait grandi en elle, la certitude que sa voix comptait, que ses mains, bien que toujours marquées par des années de travail, pouvaient façonner quelque chose de significatif. Et tandis qu'elle regardait la lune se refléter sur l'eau, une brise passa dans la ville, douce, tranquille, mais pleine de sens. Même les mains invisibles peuvent façonner l'avenir. Même les voix silencieuses peuvent un jour être entendues. Et parfois, les tours les plus hautes sont celles qui grandissent non pas à partir du pouvoir ou de l'argent, mais à partir de la compréhension que chaque personne, qu'elle tienne une serpillière ou un stylo en or, mérite d'être vue, d'être entendue, d'appartenir.